I'm sinking to hell. I'm sinking to hell. I'm wishing you well. Yeah, yeah, yeah. I'll just quit drinking, oh, that's what I'll tell you. Oh, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking. I'm overthinking. I'm a sad, sad boy. Wow, that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. Never said it, never meant it. Nobody quite like you. Time never arrives, even though all you said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Time never arrives, even though all you said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Feel like I'm sinking to hell. I'm sinking to hell. I'm wishing you well. Yeah, yeah, yeah. I'll just quit drinking, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking. Wasted time, we fell apart. I'm holding on to little pieces of your heart. You never knew it, what you meant to me. Nobody quite like you. Time never arrives, even though all you said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Time never arrives, even though all you said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Feel like I'm sinking
I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. You. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. Bonjour, bonjour Alain Lutringer, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mélissa, enchanté Donc, de participer effectivement à cette émission. donc tu es auteur et créateur de la maison d'édition Multiface Édition. Est-ce que tu peux nous présenter cette société ? Oui, tout à fait. Donc Multiface Édition, c'est effectivement un éditeur spécialisé dans les jeux de société. Donc jeux de société, on va dire plutôt pour le public adulte. Donc on ne fait pas de jeux à destination des enfants par exemple, hein. Et c'est aussi plutôt des jeux un peu pour joueurs, c'est-à-dire on ne fait pas vraiment de ce qu'on appelle des jeux, des party games ou des jeux d'ambiance, ce genre de jeux, quoi. Donc voilà, plus des jeux avec des thématiques assez présentes. Et puis, j'espère un peu originaux aussi. Voilà, donc on a pas encore un catalogue très très étoffé, mais il y a beaucoup de jeux en préparation qui sont tous vraiment très différents. Donc on a lancé la maison d'édition fin 2014, avec d'abord un jeu de... je peux peut-être juste montrer un petit peu, avec d'abord un jeu d'énigmes sur la région Alsace, hein, puisque nous on est à Strasbourg, voilà. Donc qui est paru en 2 volumes, les 2 boîtes sont indépendantes, mais on peut mélanger effectivement l'ensemble des questions. Donc ce sont des cartes, hein, au format tarot, avec plein d'infos, on apprend plein de trucs sur la région Alsace. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un peu localisé, donc on l'a pas vraiment diffusé en dehors des circuits Alsace, Lorraine, quoi. Voilà. Et ensuite, donc on a effectivement poursuivi avec Minuit Meurtre en mer. Et donc tu es l'auteur de Minuit Meurtre en mer. Donc c'est un jeu d'enquête scénarisé dont tu as également sorti une seconde édition. Est-ce que tu peux nous décrire le jeu ? Oui. Alors, il s'agit effectivement d'un jeu d'enquête, c'est-à-dire scénarisé, c'est-à-dire avec effectivement toute une histoire développée et qui sera différente à chaque fois, sachant qu'il y a plein d'histoires, plein de scénarios, on peut dire, hein, dans la boîte. Donc, les joueurs vont être des enquêteurs, enfin des détectives privés en fait, présents sur un navire de croisière à l'occasion d'une croisière ou d'un congrès, par exemple de détectives. Et puis, ils apprennent au matin qu'il y a eu un décès suspect à bord. Ils décident d'enquêter avec l'espèce de pari, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avant que le navire, qui a été détourné vers le port le plus proche, effectivement, n'ait rejoint le port où, effectivement, on se l'imagine, la police prendra ensuite le relais. Donc, un jeu effectivement assez textuel. Il y a pas mal de textes, d'histoires, etc. Mais les textes sont quand même assez courts, hein. Il y a toute une série de pistes qu'on peut suivre, on peut interroger des gens, on peut inspecter le navire de croisière. Donc pour le coup, le navire est toujours le même. Par contre, tous les protagonistes, donc les suspects, victimes, même les membres d'équipage, sont toujours différents d'une histoire à l'autre. Il n'y a jamais les mêmes personnes. Ok. Et le fait est aussi que c'est effectivement c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes en fait disponibles, hein, dans la boîte. C'est pas juste 2-3 enquêtes, il y en a vraiment beaucoup. On va en reparler un peu plus tard. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est pas juste de la déduction un peu mathématique, un peu dans la lignée Cluedo, parce que beaucoup de gens connaissent, et souvent ils nous demandent d'ailleurs les gens par exemple sur les salons, est-ce que c'est un Cluedo? Alors il y a ce côté effectivement ambiance enquête, mais c'est un peu plus C'est plus effectivement plus poussé. fouillé, dans le sens où vraiment il y a une histoire et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi
la victime est décédée, quelles en sont les raisons et comment l'auteur effectivement du supposé meurtre, puisqu'il peut aussi y avoir des hypothèses où c'est par exemple un accident, voire un suicide de la victime, etc. Donc comment la personne qui est la responsable de l'auteur de la... Pardon, qui est responsable du décès de la personne, s'y est pris, pourquoi elle agit, et voilà. C'est ce qu'on recherche. Et qui sait, évidemment. Donc pour ça, on va effectivement avoir différentes informations. Ça va être aux joueurs de faire la part des choses, d'essayer de faire des recoupements, d'essayer de vérifier ce qu'on leur dit. Voilà, si un tel vous dit qu'il faisait telle chose à bord avec telle personne, bah, si vous allez à tel endroit, est-ce qu'on va vous confirmer la chose? Si vous allez voir l'autre personne dont il parle, est-ce qu'elle va vous confirmer la chose? Voilà. Donc ce sont des faisceaux d'indices qu'on va rassembler. Il faut être très attentif à ce qu'on vous raconte, comment on vous le dit, le ton sur lequel on vous le dit, des petits mots des fois qui peuvent paraître insignifiants, peuvent être très intéressants. Donc, donc ça on l'a pas dit, en fait, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Effectivement, on peut jouer soit ensemble, donc ce qu'on appelle mode coopératif. Donc on va être une agence de détective, on va se partager un peu le boulot à bord et euh, à la fin, on va mettre en commun effectivement ce que chacun a trouvé, même si durant la partie, vous allez les joueurs enquêter chacun de votre côté. Il n'y aura pas d'infos qui vont circuler, pas trop d'infos qui vont circuler durant la partie, mais à la fin, on met en commun. Ensuite, il y a le mode il y a le mode compétitif. Donc là, ça va être une espèce de pari à qui sera le meilleur détective à bord, le plus fin limier à bord, où il y a du coup d'autres dimensions, d'autres choses qui interviennent, comme par exemple, il peut y avoir une part de bluff, où on essaie de faire croire, enfin, on essaie de faire un peu perdre du temps aux autres, hein. Mais tout le monde, dans tous les cas, va donner ses hypothèses à la fin. Et puis il y a même un mode solo où on peut effectivement jouer tout seul à ce jeu. On peut même s'associer avec une autre personne et jouer en solo effectivement contre le jeu. Euh, mais du coup, le challenge, c'est qu'on n'a qu'un seul détective pour effectivement arpenter tout ce navire avec plein de choses à faire. Voilà. Et les 3 modes, c'est la même version. C'est-à-dire qu'on peut faire une enquête en solo et après on peut faire une enquête en coopératif, tout ça. Alors effectivement, chaque enquête peut être jouée comme on veut, de telle manière ou telle autre. Donc avant de commencer la partie, on s'accorde sur la façon dont on a envie de jouer. Les règles sont il y a un minimum de différence au niveau des règles entre les différents modes de jeu pour effectivement qu'on n'ait pas à réapprendre un nouveau jeu entièrement si on veut essayer une autre façon de jouer. Et effectivement, les sensations sont vraiment très différentes dans les 3 modes, quoi. Comment t'es venue cette idée de jeu? Ah, comment est venue l'idée de jeu? Bonne question. Donc, effectivement, comment arrivent les idées? C'est pas évident. C'est souvent inspiré par d'autres choses. Moi, j'ai toujours aimé le côté policier, les séries policières, alors notamment euh, les Hercule Poirot avec les petites cellules grises, donc les relations entre les gens, est-ce que vous disent pas les gens, est-ce qu'ils essaient de vous faire croire, etc. Voilà, donc plutôt cet aspect-là des policiers, plutôt que le genre police scientifique, hein, où on a un peu je dirais une filiation avec un peu le Sherlock Holmes qui va jusqu'aux experts, série qu'on voit à la télé. Voilà, donc là c'est plutôt vraiment le côté histoire, la petite histoire, les histoires qui sont derrière d'autres histoires. Donc c'est plutôt ce côté-là qui m'intéressait. Ensuite, ben, il y avait l'idée effectivement, d'aller mettre tout ça sur un bateau, puisque je cherchais déjà une façon originale d'aborder le sujet. Donc ce côté, on est isolé en mer. Donc c'est le côté huis clos, hein, qu'on retrouve généralement dans les policiers. Ben, les suspects peuvent pas s'échapper trop loin. On peut toujours les rattraper une fois qu'on les a coincés. Et donc avec tout l'univers qui allait avec, effectivement l'univers maritime et les petites histoires. Il y a des fois, on est aussi autour de légendes aussi des fois liées à la mer ou toute la vie qui est à bord par rapport à l'équipage qu'on va interroger, d'autres passagers qui ont des occupations. Donc il y a vraiment ce côté immersif, hein, qu'on met un peu en avant avec le bateau. Alors c'est un jeu de mots puisque c'est un côté immersif, c'est-à-dire qu'on est plongé dans le jeu. Bon, après on est en mer aussi, voilà, donc le petit jeu de mots avec la mer. Mais c'est vrai que souvent les joueurs, après des parties sur des salons par exemple, nous disent ah bah oui, on était vraiment à bord de ce bateau, on a rencontré ces gens, voilà, donc c'est assez prenant effectivement.
Donc je sais pas si je réponds un peu à la je suis un peu sorti peut-être de la question. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je peux rajouter? Après, il y a eu plein d'inspirations effectivement, que ce soit des illustrations. J'avais par exemple un un bouquin, heu, montrant des paquebots à l'ancienne. Donc c'était un bouquin que mon père avait gagné à l'école, et qui était très illustré. Donc c'est un bouquin des années 60, je pense, où on voyait des grands paquebots en coupe avec toute cette vie à bord de gens. Et donc ça, moi, je regardais ça fasciné, gamin. Et donc c'est vrai que je suis retombé là-dessus. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Ah bah oui, tiens, on va faire des histoires, on va écrire des histoires qui ont lieu, à bord de ce navire», puisque effectivement je suis à la fois l'éditeur, mais aussi l'auteur de ce jeu-là. Mais avec cette envie de rester dans le réaliste, hein. Donc on n'a pas de fantastique, pas de monstres Cthulhu, des choses comme ça. On est vraiment dans des histoires réalistes. On va dire fin années 80, début années 90. Je voulais pas non plus que ce soit trop technologique. Donc il n'y a pas de téléphone portable ou pas d'ordinateur portable, on va dire, dans les histoires, aussi par commodité scénaristique, quoi. Mais sinon, donc ce cadre effectivement qui sort un peu du victorien qu'on voit souvent dans les jeux, quelques jeux d'enquête qui existent. On est souvent dans le voilà, du Sherlock Holmes, des choses comme ça. Là, on sort de l'époque victorienne anglaise. On est dans le monde entier en fait, puisque le navire voyage, euh, avec des passagers effectivement de toute nationalité, euh, et dans un milieu, un contexte un peu plus moderne. Et voilà. T'es parti du coup d'abord de l'histoire ou d'une mécanique de jeu? Alors pour le coup, je dirais que c'était l'envie effectivement d'abord peut-être euh, de créer un jeu d'enquête. Donc vraiment avec une idée de j'ai le responsable d'un acte criminel, bon, a priori un meurtre, et comment est-ce que je peux faire un jeu avec ça pour effectivement que ce soit intéressant, que ce soit prenant, que ce soit un challenge, que différents types de publics puissent s'y intéresser. euh, et que ça dure aussi de pas trop longtemps. Voilà, enfin, il y avait plein de considérations qui sont entrées en ligne de compte. Donc pour le coup, plutôt une idée de type de jeu, on va dire, hein, qui était au départ. Puis ensuite, comme je l'ai expliqué ensuite, ce côté marin qui s'est très vite greffé, donc ce côté croisière, assez plaisant, qui s'est greffé sur ce type de jeu, enquête policière. Et ensuite, au départ, j'avoue que j'étais parti sur un peu autre chose, c'est-à-dire peut-être un jeu plus mathématique, c'est-à-dire dans le sens où je cherchais un jeu un peu universel, où il pourrait y avoir une quantité de mobiles, une quantité de suspects, une quantité d'éléments qu'on pourrait greffer et rejouer à l'infini, avec chaque fois une autre histoire. Mais en fait, c'est pas possible, puisque euh, dans ce cas-là, l'histoire est pas assez forte, pas assez présente, pas assez développée. Et moi, je voulais vraiment quelque chose d'unique à chaque fois, d'une histoire à l'autre, avec tout un autre univers. Et c'est vrai que c'est chaque fois vraiment un autre univers. Chaque histoire est différente à la fois dans l'univers, mais aussi même dans la construction. Aucune enquête n'est construite de la même façon. Je joue jamais sur les mêmes tableaux, pour surprendre, pour amener de la fraîcheur, de la variété, et que ce soit plaisant, que ça reste, qu'il y ait une envie constante de découvrir d'autres histoires. T'as mis combien de temps du coup à créer la première édition? Ah, alors la première édition donc est parue en 2017 pour le jeu de base. Alors j'ai l'unique survivante, hein, c'est ma dernière boîte. Donc le jeu de base Mini Meurtre en Mer, première édition, pas ouverte, etc. Donc voilà, c'est la dernière qui me C'est reste puisque collector. le jeu est épuisé. Donc ce jeu de base était, donc j'ai dit, lancé en 2017 et je l'ai démarré en 2010. Donc il y a eu Ok. 7 ans de processus entre les premières idées, le premier prototype, qui effectivement, je me rappelle, était, enfin j'avais mis la date 2010 dessus. Ensuite tout le testing, l'écriture des scénarios et le testing de scénarios et de règles, les améliorations, etc. Ensuite, il y a eu effectivement toute la phase, tout le projet éditorial, tout le financement, le projet comment dire, tout l'aspect, comment on va faire, comment on va le financer, comment on va le lancer, avec qui on va travailler. Donc, entre le moment où j'ai commencé le jeu en 2010 et le moment où il est paru dans le, comment dire, en boutique, effectivement, il s'est passé 7 ans.
Alors j'ai pas fait que ça 7 ans complets, mais j'ai vraiment pris pas mal de temps effectivement, pour développer le jeu, quoi. Ensuite, dès qu'il est paru et même avant peut-être, heu, il y a eu alors bien sûr on a fait, jouer plusieurs années sur des salons et cetera, pour avoir aussi déjà des retours et vraiment de plus larges que juste mes testeurs. J'avais une quinzaine de testeurs, réguliers sur l'ensemble des enquêtes. Mais en fait, les testeurs, au bout d'un moment, ne voient plus certaines choses, ça est considéré comme de l'acquis, voilà. Mm. Alors le fait d'emmener d'autres joueurs, de le montrer en public, ça permet d'avoir des regards neufs, d'autres impressions, d'autres, retours, effectivement. Donc j'ai effectivement, pu encore, jusqu'à je crois que c'était en Parthenay, festival de Parthenay, encore, pas mal, modifier le différentes petites choses par-ci par-là pour améliorer par exemple le rythme, hem, ce genre de choses, hein. Et ensuite ensuite dès qu'il est paru effectivement j'ai perçu qu'il y avait peut-être des petites choses qu'on pouvait encore améliorer. Donc c'est le côté un peu perfectionniste, mais en même temps aussi le côté, je me préoccupe de ce que pensent les gens. Est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils auraient voulu peut-être, d'autres choses autrement? Voilà. Et donc, j'ai ressenti notamment que, il y avait une petite portion qui plaisait moins à certains joueurs, pas à tous, hein. Donc autant il y a des joueurs vraiment qui étaient très, contents du système de jeu, autant d'autres joueurs, m'ont dit: «Ah bah oui, mais moi le dé», voilà, il y avait dans la première version, le jeu de base, la première édition, un petit aléa, petit, pour, obtenir des informations et Ok. ça faisait partie du jeu puisque en fait, thématiquement, ça se justifiait, les joueurs étaient, des privés, pas des policiers donc les suspects sont plus ou moins coopératifs, plus ou moins récalcitrants. Ils sont plus ou moins, les joueurs, les détectives plus ou moins doués pour, obtenir des choses, inspecter des choses, voilà. Donc il y a ça voilà, c'est ce que reflétait cet aspect-là et donc effectivement, moi, j'ai perçu effectivement que ce côté aléatoire, même alors même que je l'avais volontairement limité, pouvait déplaire à pas mal de personnes et du coup, j'ai replanché, sur le sujet et l'aboutissement, ça a été 2 ans après l'extension du jeu qui s'appelait Le jour et la nuit. Alors, qui en fait, effectivement, à la fois comportait de nouvelles enquêtes, supplémentaires. Alors, contrairement à ce que, on pouvait croire avec la je sais pas si on voit bien à l'écran parce que ça brille. Pouvait croire, contrairement à ce que pouvait laisser croire la variation de l'image où on voit un petit peu des différentes choses, un vaisseau fantôme et ça. Donc on basculait pas dans le fantastique, mais plus dans effectivement dans les contes et légendes, des choses comme ça quoi, des parallèles troublants, mais on reste dans les enquêtes réalistes. Donc quelques enquêtes supplémentaires, mais aussi et surtout, déjà une modification du système de jeu qui a fait qu'on a enlevé complètement le dé. Il y avait plus ce côté aléatoire du jeu et rajouté quelques petits éléments qui ont fait que le jeu, était beaucoup plus maîtrisé. Donc ce sont vraiment les joueurs qui décidaient comment ils allaient enquêter et si ensuite, ils souhaitaient rendre publiques les informations qu'ils avaient obtenues ou pas. Ça se passait différemment dans juste le jeu de base. Donc voilà. Donc déjà cette extension permettait de modifier tout le jeu, y compris pour les enquêtes du jeu de base, quoi, hein, voilà. Donc et à l'époque, le jeu était effectivement, compétitif uniquement, donc c'était au meilleur détective à bord, quoi. Donc tu as la seconde édition qui vient de paraître. Et quelles sont les différences avec la première édition? Mmh. La deuxième édition, donc déjà, il y a une grosse différence, c'est que c'est une intégrale, donc qui recoupe effectivement, les contenus qui existaient auparavant. Mais c'est pas que ça, en fait. Alors le jeu de base, je l'ai dit tout à l'heure, première édition est épuisé, hein, donc c'était aussi une des raisons pour laquelle on est parti sur une deuxième édition. Une autre raison est qu'on l'a aussi localisé en anglais, donc la deuxième édition, pour la première fois, est parue à la fois en français et en anglais. Mais ensuite c'est aussi une version, on va dire, révisée et augmentée. C'est-à-dire que tout a été revu. Donc j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'extension de la première édition qui revoyait, un certain nombre de choses pour améliorer le système de jeu du mode, compétitif hein, de la première édition. Donc, là, on a vraiment tout revu, c'est-à-dire à la fois ce mode compétitif qui a été encore un tout petit peu affiné, quelques petites différences avec la première édition. Après on a, rajouté et ça c'était une demande qu'on m'avait, faite un peu, enfin,
des observations que j'avais un peu sur les salons. Ils me disaient: «Ah bah oui, mais nous on préfère les jeux compétitifs». Bon, alors à l'époque, on leur disait: «Oui, mais là c'est un jeu coop». Non, ils me disaient, pardon: «On préfère les jeux coopératifs». Donc moi je leur dis: «Bah oui, bah là c'est un peu autre chose, d'autres sensations, voilà, à vous de voir». «Ah bah non, on joue que aux jeux coopératifs». Bon, OK. D'autres effectivement qui me demandaient: «Ah ben, est-ce qu'on peut pas y jouer seul? C'est dommage, moi j'ai pas souvent l'occasion d'avoir du monde et ça». Donc du coup, j'ai mis quand même pas mal d'années, mais j'ai, remis tout ça, sur effectivement sur le comment dire? Je vais rembobiner ma phrase. J'ai un peu, réfléchi à tout ça pour voir comment je pourrais adapter le jeu pour effectivement faire, y jouer de façon coopérative, de manière alternative, hein, au compétitif. L'idée, c'était pas de remplacer, complètement la façon dont on y jouait. Et aussi comment on pourrait y jouer en solo. Et effectivement, j'ai planché là-dessus et puis après il y a eu toute une phase aussi évidemment à nouveau de testing, avec un certain nombre de personnes et là pour le coup on avait déjà les enquêtes donc ça c'était pas mal. Donc l'idée c'était pas d'amener de nouvelles enquêtes puisqu'il y en avait déjà pas mal, beaucoup même, mais c'était à la fois de réunir tout ce qu'on avait. Donc il y a dans la boîte 27, 2e édition, hein, qui est là. Il y a, dans la boîte, 27, enquêtes différentes. Vous pouvez jouer effectivement de façon coopérative, compétitive ou même solo, voire, je le dis parfois effectivement quand on joue en solo, on peut très bien jouer en équipe à 2 et c'est une espèce de coopérative bis où là pour le coup on va vraiment partager les infos. Alors que dans le mode, coopératif du jeu, on ne partage pas les infos durant la partie, seulement, à la fin. Donc, au niveau des règles, tout a été révisé, revu, amélioré. Toutes les enquêtes, j'en ai profité pour revoir toutes les enquêtes, un petit peu coupé par-ci, amélioré par-là et aussi, on avait des paquets d'événements, qui existaient, donc il y en avait, un dans le jeu de base, un dans l'extension de première édition. Là, on a fait une espèce de synthèse des 2 et amélioré aussi le système d'événements. Qui fait que maintenant les cartes faisant avancer le bateau sont vraiment réparties il y a une petite préparation très rapide au début, qui font qu'elles sont réparties dans le jeu puisqu'il pouvait arriver que ces cartes soit sortent toutes à la fin d'un coup, soit sortent toutes au début d'un coup quand elles étaient un peu entre guillemets «mal mélangées», enfin c'était plus, la faute à pas de chance. Bref, donc là le système des cartes événements a été revu et du coup, avec d'autres cartes, on a un petit peu, aussi changé quelques cartes, même des illustrations ont été refaites. Donc il fallait aussi que les règles puissent, être, et toutes les enquêtes puissent être jouées, dans les 3 modes de jeu et avec ce nouveau set d'événements. Donc tout a été adapté, revu et pour que tout fonctionne ensemble. Au niveau sur là je parle du fond. Après du coup, sur la forme, heu, j'en ai profité, pour, revoir aussi un peu le tout. Les feuilles d'enquête, au niveau de l'ergonomie, ont été améliorées, il y a un peu plus de place, le look est un petit peu modernisé. Le plateau de jeu, c'est pareil, on a enlevé les encarts texte qu'il y avait sur le plateau. Maintenant on a une tuile avec un côté coopératif, un côté compétitif qu'on peut prendre ou pas prendre. Une fois qu'on connaît le jeu, on en a plus besoin. Agrandit un peu les plans puisque le bateau est présenté en plan sur le plateau de jeu, de manière à ce que les visuels soient plus présents. Quoi d'autre? Les ouais, le design des cartes événements a été revu aussi, et ensuite, visuellement, ça c'est assez frappant, les pions en bois ont disparu et ont été remplacés par ce qu'on appelle des standees. Donc c'est, en fait, un personnage plus figuratif, pour le coup, qui va être, je sais pas si vous voyez s'il y a des reflets ou pas, hein. Là, on voit un peu sur la boîte. Donc, on a nos en silhouette blanche, on a nos suspects. Donc et pourquoi c'est une silhouette? C'est parce que d'une enquête à l'autre, ce seront jamais les mêmes personnes et puis, parce qu'elles ont pas forcément le même physique d'une enquête à l'autre, aussi et cetera. On sait juste d'emblée si c'est un homme, une femme et avec une initiale qui correspond au prénom du suspect. Les prénoms, dans toutes les enquêtes sont les mêmes, mais ce sont jamais les mêmes personnes, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et puis donc avec des détectives, on a une dizaine de pions détectives au choix pour vous représenter. Donc l'idée, c'était d'amener un peu plus de figuratif et de moderniser un petit peu le look et effectivement le ça entre guillemets, «ça le fait», je pense effectivement. C'est un peu plus, porteur. Après, on a toujours des gens qui vont nous dire: «Oui, mais moi je préférais les petits pions en bois». Bon, bah, ils ont toujours leurs petits pions en bois ceux-là. Voilà, l'image aussi a été revue, elle est un peu plus punchy, un peu plus dynamique que l'autre, même si les différences sont légères. On ne le voit pas d'emblée, mais quand on compare les boîtes, en fait, vraiment, si on regarde le détail, tout le matériel a entièrement été revu dans le détail
pour, que ce soit, comme je disais, un peu plus moderne et un peu plus ergonomique et un peu plus fonctionnel et que tout marche en symbiose avec ces nouvelles règles de jeu. Heu, voilà, donc version intégrale, révisée, augmentée, voilà. La grosse différence, c'est en fait quasiment un autre jeu. Alors je vais pas dire aux gens qui ont déjà la 1re édition de foncer là-dessus. Alors sinon que le jeu de base, je dirais oui parce que, tout a été revu, même le mode, même le comment dire? Même le mode compétitif initial. S'ils avaient quand même l'extension, 1re édition, donc qui est toujours disponible, hein, mais ce qui est uniquement pour effectivement les possesseurs de la 1re édition puisque comme je l'ai dit là, c'est une intégrale, donc les contenus sont inclus, même s'ils sont modifiés, améliorés et ça, ils sont inclus, donc c'est pas la peine d'avoir cette 2e édition et de se procurer l'extension de la 1re édition, ça sert vraiment à rien. Hem, voilà, je pense que je réponds à peu près à la question. Ouais. Et donc les enquêtes étant scénarisées, est-ce qu'ils sont rejouables? Ah! Alors c'est vraiment la question qu'on nous pose effectivement, tous les joueurs, enfin tous les gens qui s'arrêtent sur les salons, qui regardent en passant, c'est la question. Effectivement, est-ce que c'est rejouable? Alors, je vais vous dire oui et non. Alors, non, si vous rejouez à la même enquête, 2 semaines après, 2 mois après, c'est peut-être pas conseillé. Parce qu'effectivement, vous allez vous rappeler de trop de choses. Par contre, il y a 27 enquêtes différentes disponibles. Donc déjà, il y a de la matière. C'est pas un jeu où il y a 3 enquêtes ou une enquête, hein, comme on voit parfois, voire même 10. Là, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous allez, avant de refaire la même enquête, vous allez plutôt effectivement, ben, éplucher un petit peu la quantité d'enquêtes que vous avez, et ça, je pense que ça va vous prendre un bon moment, au bas mot, si vraiment vous êtes assidu, moi je dirais que ça vous prend bien 2 ans de passer les 27 enquêtes, quoi. Je pense pas, à moins que vous y jouiez, 27 jours d'affilée, donc là en 1 mois c'est bouclé, mais il faut déjà être très, très, accro. C'est arrivé, j'ai eu un monsieur qui a acheté cette 2e édition, hein, qui est parue, récemment, en tout début d'année, et donc qui est revenu me voir et qui m'a dit: «Écoutez, il y a quand même un problème, il y a pas assez d'enquêtes». Je dis: «Quand même?» Ah oui. Il me dit: «Parce que nous, on y joue tous les 2 soirs avec ma fille». Je lui dis: «Ouais, bon, là, effectivement», donc je pense qu'au bout de 2 mois, il avait fait le tour. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit la norme et donc ensuite dans la construction de ces enquêtes, c'est construit de façon alors c'est vrai que c'est vraiment une chose que j'avais en tête dès le départ. C'est construit de façon à ce que vous n'ayez jamais toutes les informations durant une partie, c'est-à-dire qu'il y a 60 pistes différentes, entièrement différentes, hein, il y a pas des pistes communes à certaines enquêtes, que vous allez, pouvoir suivre durant une partie. Mais en moyenne, vous en connaîtrez peut-être une quarantaine à la fin, sur les 60. Donc il y a quand même plein de pistes que vous n'aurez absolument pas vues durant la partie et le jour où vous allez rejouer, peut-être 2 ans après, 3 ans après, vous aurez vraiment d'autres informations, peut-être d'autres rencontres, d'autres éléments, que vous n'aurez pas du tout, vus lors de la 1re partie. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, hem il y a vraiment, comment dire? La mise en place fait que c'est toujours aussi différent. Vous allez jamais aborder le jeu de la même façon. Nous, c'est assez amusant à voir et les gens s'en rendent pas compte, mais si on joue en même temps, on fait jouer 2 parties, enfin la même enquête à 2 tables différentes, ça se passe entièrement différemment. Il y a pas, c'est pas un jeu dirigiste, vous êtes c'est vraiment, moi je dirais un monde ouvert, c'est-à-dire que vous êtes sur un bateau, on vous donne quelques éléments, très peu, on vous donne juste l'indication qu'il y a quelques lieux plus systématiquement importants que d'autres, mais pas forcément et pas seulement, et c'est tout et donc après vous partez dans n'importe quelle direction, vous ne commen les joueurs commencent pas au même, endroit non plus, donc la partie va toujours se passer de façon complètement différente. Et ensuite, les suspects ont les mêmes prénoms dans toutes les enquêtes. Alors c'est à la fois pour vous embrouiller d'une enquête à l'autre, hein, donc Ouais, ça peut être perturbant. voilà, ça vous permet effectivement au bout de 3, 4, 5, 6 enquêtes, vous allez peut-être avoir du mal effectivement à vous rappeler, des choses. C'est aussi fait parce que dans les livrets d'enquête, tiens, je vais en prendre un. Dans les livrets d'enquête, vous avez en fait, plusieurs enquêtes qui sont mélangées. Dans la 2e édition, c'est 9 enquêtes par, livret et donc ça se présente, voilà comme ça. Vous avez, au départ, hop, je vais prendre une enquête. Donc vous avez, voilà, vous avez un petit topo, par exemple, de présentation au départ et là, vous avez un tableau avec les références des pistes que vous obtenez durant la partie. Quand vous, par exemple, inspectez, un endroit, par exemple, le piano bar,
vous obtenez un numéro ici, vous allez voir un peu plus loin et vous avez un petit texte qui correspond. Peut-être qu'il y a un barman qui va témoigner avoir, vu tel suspect, glisser tel objet dans le manteau d'un autre, voilà, ce genre de choses. Et toutes les pistes sont mélangées. Donc les 9 enquêtes, quelle que soit la page où vous allez, vous avez les mêmes prénoms de suspects. Vous savez pas, si c'est le Jacques de votre enquête-là ou bien d'une des 8 autres enquêtes. Donc c'est aussi fait Ok. pour ça, voilà. Petit côté malin, mais tout ça fait qu'effectivement, franchement, c'est rejouable. Nous, à 2 ans d'intervalle, durant la période de testing, on avait, fait rejouer 3 enquêtes au même testeur, donc 2 ans après, mais ils avaient joué quand même une bonne douzaine, à peu près de parties entre, hein. Ils se sont même pas aperçus qu'ils avaient déjà joué à ces enquêtes-là. On leur a dit qu'à la fin. «Ah bon?» Et voilà, juste: «Ah oui, bon, ça me disait vaguement quelque chose effectivement à la fin», mais voilà. Donc pour vous dire que vraiment on oublie, on peut rejouer parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes. Et comment tu as réussi à financer ces jeux? Ah, là, c'est un vaste sujet. Ben, c'est un peu le ça, c'est l'autre facette. Donc là, on a un peu vu le côté un peu auteur, le côté, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, et cetera. Là, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre ce jeu tangible, à le faire exister? Donc, de l'idée à la concrétisation, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a tout le travail éditorial et ça, mais, il y a effectivement aussi cet aspect, financier. Et qui a pas mal bougé depuis quelques années. Alors, moi, j'ai les premiers jeux, je les ai un peu faits sur fonds propres avec, puisqu'avant de faire ce métier-là, j'avais un autre métier que j'ai à un moment donné, qui était, j'étais consultant en fait dans le milieu du patrimoine alsacien. Voilà, c'est pour ça qu'au début, je citais, les ces jeux d'énigmes qui en fait, faisaient un peu la passerelle entre mes 2 vies professionnelles. Et donc j'ai financé les premiers jeux sur fonds propres et ensuite chaque jeu est censé un petit peu, ben, aider, ensuite au financement du suivant. Ça, c'était le modèle idéal que j'avais au début, sauf que bon, ben, c'est quand même très, très, très cher, les gens s'imaginent pas du tout et j'ai eu quand même besoin rapidement de fonds supplémentaires et pour, Minuit Meurtre en Mer, la première édition, la boîte de base, donc on avait lancé une campagne Kickstarter, donc qui est en fait une plateforme de financement participatif. Donc pour les gens qui connaissent pas, ça consiste en gros, en tout cas dans le domaine du jeu de société, à préacheter le jeu, sachant que vous allez avoir quelques avantages à le faire. C'est-à-dire que déjà, vous allez surtout permettre que le jeu existe parce qu'effectivement, ça on l'explique bien aux gens, bah, sinon le jeu existera même pas. Donc déjà, c'est quand on est motivé par le jeu, on aide à le faire. Mais ensuite, il y a aussi évidemment quelques attraits comme par exemple le fait de l'avoir en exclusivité avant que ça sorte dans le commerce, le fait de l'avoir peut-être à un prix, plus réduit que le prix des, futurs prix du commerce et d'avoir des petites choses supplémentaires. Là, en l'occurrence, on avait, édité un petit livret avec 3 enquêtes inédites supplémentaires qui n'étaient pas dans la boîte de jeu. Donc voilà, ça avait, assez bien fonctionné. Et donc on avait pu effectivement publier cette première édition, le jeu de base. Ensuite l'extension, j'avais pas refait une campagne de financement, on l'avait fait sur fonds propres et ensuite avec la deuxième édition, bah, c'est pareil, j'ai dû, à nouveau recourir à, hem Financement participatif, ouais. sauf que entre temps, c'est devenu, beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'avant, puisque maintenant il y a énormément, énormément et je dirais vraiment, vraiment trop, de jeux qui sont sur ces plateformes en financement et cetera. Il y a des centaines et des centaines de jeux en même temps. Ouais, Heu, il y a beaucoup de quand j'ai concurrence lan du coup. quand voilà, alors c'est pas une concurrence directe parce que c'est jamais le même jeu, c'est d'autres Mm. attraits, et cetera, d'autres publics peut-être, mais déjà il y a une concurrence financière, hein, évidemment. Si on investit dans un jeu, même si un autre vous plaît, ben, il faut choisir. On peut pas, forcément, prendre tous les jeux qui nous attirent, quand on participe à des campagnes de financement et puis effectivement, l'autre aspect, c'est, comment atteindre les gens? Puisque quand il y a des centaines de campagnes en même temps, des centaines de gens qui vont, donner de l'information sur ces jeux-là, plus évidemment tous les autres jeux qui sortent dans le commerce en même temps et cetera. Voilà, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent et effectivement, c'est très, très dur d'atteindre les gens, de simplement Ouais, on dire: peut. «Coucou, il y a ça qui existe, qui pourrait, voir le jour. Est-ce que peut-être ça peut vous intéresser?» Cette information-là, je pense que la plupart des gens ne l'ont même pas ou alors, l'ont très vite mais zappent, sur une autre info. Donc ça a été vraiment, très, on va dire, épique,
d'arriver à réunir une partie de la somme dont on a besoin puisque évidemment cette campagne de financement ne finance pas tout. Et quand vous présentez un projet en financement participatif, en fait, il doit dé le jeu est déjà bouclé. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Multiface Éditions. C'est-à-dire que le jeu est fini, les règles sont écrites, entièrement testées, le matériel est, défini, les graphistes, les illustrateurs, tout le monde a déjà travaillé, donc ça veut dire que vous avez déjà payé tout le monde aussi. Tout ce qui nous reste, nous, comme budget à financer, et c'est quand même le gros budget quand même, c'est la fabrication des boîtes. Et l'autre aspect où je veux dire que c'est devenu un peu difficile, c'est que, ben, en fait, les prix, de fabrication, mais aussi de transport, tout ça, ont monté en flèche de façon incroyable. Ce qui fait que le budget, dont j'aurais eu besoin il y a 2 ans, par exemple, pour ce jeu, c'est pas fois 2, mais Ouais, c'est plus pas très compliqué loin, quoi. aujourd'hui. Donc c'est un budget que j'aurais jamais cru, un montant dont j'aurais jamais, imaginé, qu'on en arriverait à devoir atteindre ce montant-là pour arriver à sortir ce jeu-là. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste quasiment, on va dire, pour m'arriver à monter le projet financièrement et ensuite, ben, c'est pas tout, c'est qu'ensuite, une fois que les gens, heu, comment dire? Une fois que le jeu est fait, il faut aussi que les gens, en aient connaissance et l'achètent et ça, c'est encore aussi très difficile puisque, il y a pas que pendant des campagnes de financement où on est en concurrence avec d'autres jeux, c'est en fait, maintenant constant. C'est-à-dire que dans le commerce, il y a et ça tous les professionnels vous le diront, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux. Donc, trop de comment dire? Pas assez de visibilité, quoi. Et donc, en plus, les professionnels ont beaucoup de mal à suivre au niveau informatif ce qui sort. Donc, on va leur proposer des choses, alors que ce soit des médias, par exemple un peu comme ce que vous faites, des blogueurs, des influenceurs, la presse, ou, comment dire? Les réseaux sociaux, ou les boutiques, enfin tout le monde a vraiment du mal à suivre par rapport à l'actualité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Enfin il y a vraiment une tonne de choses qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui sont très, réussies en plus, hein, malheureusement. Si au moins il y avait, une grande, part de choses qui n'avaient aucun intérêt, ce serait plus simple. Mais là, il y a quand même pas mal de choses, très réussies. Après, il y en a d'autres évidemment qui le sont moins, mais, l'un dans l'autre, il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup trop de jeux, trop d'informations. On le voit sur des salons, il y a des centaines, il y a des milliers de jeux, alors je peux dire comme ça de bêtises, mais à la louche, il paraît qu'il y a à peu près dans les 5 jeux, qui sortent par jour. Donc c'est Ah oui, énorme, c'est énorme, ouais. énorme. Donc il faut arriver à capter l'attention, des gens sur un jeu, avant qu'il sorte, des mois avant déjà et puis ensuite une fois qu'il est sorti. Et ça, c'est pas juste, on balance pas juste le jeu, il faut aussi faire un suivi. Il y a, évidemment, on essaie de provoquer aussi des fois heu des rencontres, ben, à travers les salons, les festivals qu'on va faire, donc ce qui a un coût aussi certain, plus les influenceurs, voilà, ce genre de personnes, des sites où on va faire des vidéos. Alors au début, c'était un peu plus bon enfant, plus des passionnés et cetera, mais maintenant, on va dire aussi, il y a un peu une espèce de semi-professionnalisation, ce qui fait que ces gens-là aussi sont sursollicités avec des centaines de jeux qu'on leur demande de bien vouloir regarder. Donc c'est même difficile de les atteindre, a fortiori, généralement, c'est aussi, un budget finalement. Donc voilà, donc l'économie du jeu pour des éditeurs, on va dire, modestes, hein, comme, je nous définis, chez Multiface Éditions, c'est quand même très, 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 très difficile. Alors, voilà, il y a une part de peut-être de chance un peu, il y a une grosse part de boulot, il y a une part d'aléatoire, des fois ça prend, des fois ça prend pas, on ne sait pas trop pourquoi. Nous, on a quand même la bonne réputation de la première édition qui y joue. D'un autre côté, on a un petit peu aussi la sensation peut-être par certains qui ont vu passer le jeu, que c'était là, en fait, la même chose, que c'était simplement un retirage, vous voyez, qui ont pas Mmh. forcément, compris que tout le jeu avait été revu, amélioré et cetera, étayé, revisité. Y compris les boutiques, je pense, qui ont pas forcément, vu déjà que c'était sorti, peut-être même tout simplement, mais même sinon, il y a peut-être eu un malentendu, donc voilà. Donc on a un démarrage qui est pas forcément non plus ce qu'on espérait pour la, partie, française. Ensuite, on a effectivement, cette aventure américaine avec le jeu qui est sorti maintenant en anglais.
Donc c'est vraiment une aventure aussi. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'imaginait, avec, beaucoup de retard, qui font que le jeu d'ailleurs n'est toujours pas sorti, en boutique. Alors les gens qui ont backé, donc les pledgers, ce qu'on appelle les pledgers, donc c'est-à-dire les souscripteurs américains, anglophones, du monde entier l'ont reçu, hein, donc ça on a pu, le faire. Mais, le jeu est toujours pas disponible dans le commerce aux États-Unis, donc voilà. Mais ça va arriver bientôt. Voilà. Donc Et financièrement, donc, c'est jamais facile, mais c'est encore, je dirais, beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et vraiment, je pense que les gens ne voient vraiment pas ce qu'il y a de l'autre côté, pas du miroir, mais du plateau de jeu, on va dire. Donc il y a ouais, tout c'est cet vrai qu'il aspect y a créatif, mais il y a tout cet aspect éditorial et tout cet aspect, communication, management et montage financier, voilà, qui sont, heu, pas forcément évidents, qu'il faut essayer de maîtriser du mieux possible. Et pourquoi tu as choisi de lancer ta propre maison d'édition? Alors certainement pas pour, être tranquille, à jouer à mes jeux, voilà, je fais mon jeu, j'y joue, heu non, je suis mal parti sur ma réponse. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire, c'est pas par, confort, du tout parce que c'est vraiment très, très prenant, hein, comme je l'ai vous avez dû le comprendre, c'est un travail à temps plein, mais plus qu'à temps plein, hein, vraiment à la fois l'aspect créatif, mais tous les autres aspects aussi font que c'est très, très, très prenant. Alors, j'ai lancé la maison d'édition parce que j'avais, en fait, beaucoup de projets de jeux, qui sont apparus, des jeux très différents, des jeux que j'avais vraiment, envie de faire aboutir avec ce jeu Minuit Meurtre en Mer déjà qui était assez central et pour lequel je me suis dit: «Je pense que celui-là pourrait marcher» parce que pardon, quand le jeu est sorti en 2017, il y avait très, très peu de jeux d'enquête. Il y avait en gros Sherlock Holmes Détective Conseil, un peu le Mm. grand ancien qui date des années 80 puis qui a été réédité, je crois, dans les années 2000. Moi, je connaissais la version des années 80. Et puis il y a eu en même temps, un mois avant que le jeu sorte, un autre jeu qui s'appelait Watson et Holmes, qui est était un jeu aussi, d'enquête policière et en gros, il y avait ces 3 là en 2017. La comparaison s'arrête là puisque Minuit Meurtre en Mer était sorti qu'en français et donc a eu une aura beaucoup moins grande, que les Que que les les autres, 2 ouais. autres évidemment, ça limitait quand même pas mal. Mais ensuite depuis, on a, je dirais pas lancé une mode, mais il y a vraiment maintenant une mode, des jeux d'enquête. Alors il y a les jeux aussi d'escape room, il y a des jeux un peu d'énigmes, donc des types de jeux un peu approchants, c'est pas forcément des jeux d'enquête, mais il y en a quand même maintenant pas mal. Il y a aussi souvent des gammes de jeux avec des enquêtes uniques, par exemple, aussi qui sont sorties. Donc nous, pour mémoire, on a une seule boîte, un seul jeu avec 27 enquêtes différentes qui sont, on l'a dit, rejouables au bout d'un moment. Euh, voilà. Et donc j'ai lancé ma maison. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je voulais pas juste être auteur. Et dans le milieu, auteur, c'est déjà pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire éditer. Donc c'est pas parce qu'on veut faire éditer un jeu qu'on va y arriver. Donc il faut vraiment aller démarcher quantité d'éditeurs. Et moi, j'avais vraiment envie à la fois de penser le jeu, mais aussi de le créer physiquement et voilà, de, de, de m'intéresser aux différents aspects du processus de comment je pars d'une idée pour arriver à quelque chose effectivement de tangible qui existe et comment j'arrive à transmettre des émotions, des sensations, euh, donner du plaisir aux gens qui vont découvrir ces histoires et partager des moments chez eux. Voilà. Donc j'avais envie de maîtriser ça, puisque c'est vrai quand on est auteur, on va aussi donner un jeu à un éditeur qui ensuite va peut-être le modifier. Mm. On maîtrise pas toujours ensuite forcément la façon dont un jeu peut être transformé. Donc voilà, donc moi déjà, j'avais envie d'être un peu sur les différents aspects du process et aussi de pas être que auteur quoi, de jeu, voilà, avec beaucoup de projets de jeux en perspective. Maintenant, j'avoue que c'est quand même pas si évident que ça d'arriver à mener ces jeux-là. Déjà, on l'a dit parce que c'est devenu très coûteux de sortir un jeu, bien plus que ça ne l'était il y a 10 ans, que c'était déjà pas donné, mais là, ça s'est vraiment nettement accentué. Ensuite, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On est une petite équipe hein, sur Multiface Edition. Moi, je suis la seule personne à temps plein, on va dire. Ensuite, j'étais collaborateur et ça. Mais
Donc il faut aussi le temps de développer tout ça et surtout faut des moyens humains mais financiers pour développer tout ça. Donc j'exclus pas quand même peut-être un moment de proposer à d'autres éditeurs des jeux, mais pour l'instant effectivement je reste sur la voie que je m'étais tracée d'essayer d'éditer les jeux qu'on crée en interne, quoi. Ok. Et t'as des nouveaux jeux pour la suite? T'as déjà des projets qui sont en construction? Alors c'est ce que je disais effectivement, il y a pas mal de jeux que je travaille en fait sur des années. Il m'arrive de travailler sur un jeu pendant un moment. Je dis un moment, ça peut être 1 an, 2 ans, bon. Puis ensuite de le mettre de côté, de repartir sur un autre et puis à un moment donné de ressortir l'autre et de le revoir avec un œil neuf, avec, l'expérience que j'ai acquis entre temps en tant que joueur, en tant qu'éditeur et ça, en tant que créateur. Et qui me permet voilà, de l'améliorer. Bon, donc j'ai effectivement, à peu près 3 jeux qui sont finis sur le fond, mais sur lesquels il n'y a pas eu de travail de forme autre que le travail de l'auteur, hein, qui fait ce qu'il peut, mais qui rend déjà le prototype assez présentable puisque, on va déjà pour certains, enfin oui, les 3 je les ai déjà en fait un petit peu montrés par-ci par-là sur des salons, avoir déjà des retours de gens, déjà des gens, aussi qui s'intéressent au jeu. Donc ça, c'est effectivement, c'est un retour qui fait vraiment plaisir et qui motive quand, effectivement, ça vous pousse un peu dans l'idée que, ben, le jeu plaît et peut plaire, hein. Voilà donc le a priori le prochain, mais j'ai un peu des scrupules à dire ça ou des hésitations puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois et il m'arrive de changer. Mais bon, cette fois-ci, je pense que, on part sur celui-là. Donc le prochain, a priori, c'est un jeu de gestion de zoo qui s'appelle, Modern Zoo, où on est sur du zoo moderne, hein, donc avec les préoccupations modernes, c'est-à-dire de préservation, d'espèces, de réintroduction dans la nature, des espèces, et cetera et donc thématiquement, on va, être, comment dire? Sur des zoos qui vont être dédiés uniquement aux espèces menacées. Donc il y a ce côté vraiment, réaliste. On a un jeu avec des photos, d'animaux, hein. Je veux pas de dessin, je veux vraiment des photos pour montrer ces animaux qui, pour certains, peut-être pourraient disparaître dans quelque temps. Et on est avec vraiment des vrais critères de menaces qui pèsent sur les animaux. Donc j'ai 250 animaux qui couvrent en fait le monde entier. Donc avec ce petit côté pédagogique, je découvre des animaux, donc il y en a pour certains qu'on connaît, d'autres moins. Et l'autre côté pédagogique aussi qui est, ben, on a ce petit message: «Attention, ces animaux sont menacés quelque part». Après, c'est un vrai jeu, on n'est pas du tout, juste un message, hein. On est vraiment sur un jeu, à part entière. C'est un jeu de gestion, je l'ai dit. On est sur une difficulté, on va dire moyenne, hein. Un jeu quand même pour des gens qui jouent un peu régulièrement, mais pas forcément ce qu'on appelle le public expert uniquement, hein. Voilà, c'est un peu plus ouvert. C'est assez simple à aborder, mais c'est en même temps très varié, très stratégique, plus stratégique que ça en a l'air au départ, puisque selon, ce que vous avez vu au départ, votre partie va à chaque fois être complètement différente, et les autres aussi. Par exemple, on part de chacun a son propre zoo à développer, donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et donc c'est au zoo qui sera le plus réputé à la fin. Il y a différentes façons, effectivement d'engranger un peu des points de réputation durant la partie et à la fin du jeu. Et au départ, vous allez en fait, recevoir quelques cartes, qui correspondent à une spécialisation thématique. En gros, c'est géographique, par exemple, ça peut être le comment dire? Les animaux, du cercle arctique, ça peut être, les animaux du sud-est, asiatique, voilà, ce genre de choses. Et puis vous allez recevoir aussi une ambition qui est en fait, une façon spécifique de marquer des points. Dans les 2 cas, vous allez du coup choisir l'association, de 2 cartes et ça va être comme ça que vous allez jouer pour cette partie-là, avec une condition de fin de partie qui vous est propre et qui sera effectivement, différente selon ce que vous avez choisi, quoi. Donc chacun a une autre façon de terminer le jeu pour tout le monde. Alors c'est pas abrupt, on a encore, une manche qui se fait une fois que ça s'est été déclenché, mais du coup on surveille un petit peu aussi, là où, en sont les autres joueurs durant la partie et donc vous allez pouvoir acquérir des animaux, vous allez pouvoir embaucher du personnel, vous allez pouvoir construire des structures, agrandir, en achetant des parcelles supplémentaires votre zoo pour, le développer. Voilà, donc il y a
voilà, c'est assez plaisant, ça plaît, vraiment, pas mal aux gens qui l'ont déjà testé. Donc voilà, je peux pas vous donner pour l'instant d'idées sur le moment où ce serait disponible. Je pense qu'on va forcément recourir à une campagne de financement participatif. Ça pourrait être, pour l'instant, c'est le plan, mais bon, je le garantis pas à 100, mais ça pourrait être a priori autour de mars prochain, avec une sortie rapprochée on fabrique en Europe, hein, donc je le spécifie aussi. On a vraiment aussi cette démarche d'être, comment dire? Sensible à ce qu'on produit, c'est-à-dire on évite le plastique au maximum et on fabrique on travaille avec les collaborateurs les plus locaux possibles à chaque fois, que ce soit les graphistes, illustrateurs et cetera. Quand il y a une proximité, c'est toujours à la fois plus sympa et et quelque part, plus satisfaisant. Et pareil, donc on fabrique uniquement en Europe, donc on peut garantir des délais maîtrisés de livraison, ce qui fait que si on arrive à lancer la campagne en mars, le jeu sera fini, il sera, livré avant la fin d'année aux souscripteurs, quoi, de façon garantie. Et évidemment, il y aura des petites choses en plus qui ne seront pas dans la boîte du commerce. Voilà. Donc on peut déjà voir une toute petite ébauche de ce projet sur notre site. On a sur multiface, édition.com, on a un petit onglet «Nos projets» où on l'évoque rapidement, on donne pas beaucoup d'infos, notamment les visuels. On n'a pas encore de visuels autres que les visuels auteurs, donc voilà, il y a quelques photos, mais c'est tout. C'est pas vraiment le matériel, puisque les photos utilisées pour l'instant pour le prototype, on n'a pas les droits dessus, donc on peut pas vraiment les montrer. Voilà, ça c'est un des jeux. On a d'autres jeux. Il y a un jeu de stratégie à 2 joueurs, qui là pour le coup est plus un jeu expert, qui s'appelle Medrival, qui se passe dans le Saint-Empire romain germanique, où il y a 3 façons différentes de l'emporter. Il y a pas de hasard du tout. La partie, en même temps, pour un jeu expert, c'est pas courant, est assez rapide, c'est à peu près 3/4 d'heure à 1 heure, pour, une partie de jeu. Et puis, il y a un autre projet qui plaît aussi beaucoup, qu'on a un petit peu remisé depuis un moment, mais qui ressortira forcément à un moment donné, qui est un jeu de gestion de maison de disques, où les joueurs sont à la tête d'une maison de disques et vont effectivement, là, ça se passe des années 50 aux années 2000. On va sortir des disques en associant des artistes et des tubes connus, en fait, mais qui sont un petit peu quand même caricaturés, hein, voilà, parce que c'est toujours un peu compliqué au niveau des droits, etc. On prend pas les vrais titres, on prend pas les vrais noms des gens, mais avec un petit peu de culture musicale, on peut les reconnaître. Et donc vous allez en fait essayer de sortir des disques qui, si possible, idéalement correspondent, au tube de l'année, donc c'est-à-dire l'artiste et la chanson qui était vraiment le tube, de cette année-là. Mais sinon, vous pouvez associer n'importe quel artiste à n'importe quelle chanson et sortir vos disques comme vous l'entendez. Voilà, simplement quand vous faites le tube de l'année, c'est un peu le jackpot. Et donc là, ça va être, aussi à la maison de disques la plus réputée à la fin, mais c'est très différent du jeu de Zo, quoi. Voilà. Donc sinon, il y a évidemment encore d'autres jeux qui sont en préparation, mais voilà, ceux-là, c'était vraiment les plus aboutis, heu, les plus proches de sortir. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le process, est pas forcément rapide, heu, jusqu'à ce que le jeu sorte effectivement, entre le moment où il est créé et puis, testé, développé et jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On arrive à la fin de l'interview. Alors, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, nous concernant nous. Je voulais surtout peut-être, vous remercier, Scala, donc Mélissa et tes collègues, donc de nous avoir accueillis et de nous avoir permis effectivement de présenter un peu Multiface Édition. Moi, je suis Alain Lutringer, effectivement, donc auteur et éditeur, et donc Minuit Meurtre en mer, heu, avec la deuxième édition qu'on peut trouver effectivement dans toutes les bonnes boutiques, comme on dit. Donc c'est toujours effectivement, important pour nous d'arriver à parler des jeux, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Donc là, c'est sympa de nous avoir donné cette tribune, heu, avec votre émission. Merci aussi Donc d'avoir merci beaucoup. présenté le jeu. Ouais, à la prochaine. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et à bientôt. Bye.
when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road